Je souligne encore une fois que, dans les premiers jours de la guerre, j'ai téléphoné à Zelensky et lui ai tout dit. Je lui ai dit que dès qu'une nouvelle administration arriverait au pouvoir aux États-Unis, la politique changerait, que personne ne le soutiendrait dans la guerre. C'est ce qui s'est passé. Tout a été prédit, pas parce que je suis un grand devin, mais tout s'est passé comme je l'avais prédit, ça a été enregistré. Bonjour à tous, vous êtes sur Monde Multipolaire. Aujourd'hui, découvrez notre reportage exclusif issu de la grande interview diffusée par RT. Dans cette interview, Igor Kourachenko interroge Denis Pouchiline, dirigeant de la République populaire de Donetsk, sur la situation actuelle du front, les racines du nationalisme ukrainien, ainsi que sur les souffrances et la résistance organisée dans le Donbass face aux offensives ukrainiennes. Restez avec nous pour une analyse approfondie de ces propos et pour mieux comprendre les enjeux d'un conflit qui continue de façonner le monde entier. Monsieur Pouchiline, bonjour et merci d'avoir trouvé le temps de nous parler malgré votre emploi du temps chargé. Ma première question est très simple. Il y a 3 ans, la Russie a reconnu la République et est venue en aide à leur population. Comment évalueriez-vous les résultats intermédiaires de l'opération militaire spéciale dans la perspective de ces 3 années ? Le résultat intermédiaire le plus important est que le Donbass a pu survivre et résister à cette agression qui ciblait essentiellement notre région. Et après que le Donbass a été reconnu par la Fédération de Russie, il ne restait plus que quelques jours avant que l'armée ukrainienne nous attaque avec toute sa force, avec toutes les armes accumulées qui, comme il s'est avéré plus tard, avaient été secrètement livrées à l'Ukraine par l'Europe et les États-Unis. Tout cela devait être utilisé principalement contre le Donbass. Pour nous, l'opération militaire spéciale, qui a commencé le 24 février, était en fait une libération, voire un salut. Pourquoi ? Parce que l'alternative impliquait des combats urbains dans nos grandes agglomérations, comme l'agglomération de Donetsk-Makeyevka. La grande ville de Donetsk serait devenue un théâtre de combats urbains avec toutes les conséquences qui en découlent. Il y aurait eu des dizaines, oserais-je dire, des centaines de milliers de victimes. Un immense chiffre qui se serait élevé à des dizaines de milliers de morts et de blessés, puisqu'il s'agit d'une ville qui abritait principalement une population civile. Voilà le sort qui aurait frappé le Donbass si l'opération militaire spéciale n'avait pas été lancée. Les mesures qui ont suivi ont tracé une trajectoire totalement nouvelle pour la libération du territoire de la RPD, le territoire qui avait engagé le référendum en 2014. Je rappelle que le référendum avait été tenu dans l'ensemble du territoire, dans les frontières administratives de la région de Donetsk, au sein de l'État ukrainien. Aujourd'hui, le territoire est libéré méthodiquement, ville après ville, village après village, localité après localité, qu'elles soient grandes ou petites, mais chacune de ces localités est importante pour nous. Tels sont les principaux résultats intermédiaires. Comment avez-vous personnellement appris le début de l'opération militaire spéciale ? Quelle a été la réaction des habitants ? Tout comme mes compatriotes, j'ai appris le lancement de l'opération militaire spéciale par la télévision. J'ai vu le discours de notre président Vladimir Poutine annonçant le lancement de l'opération militaire spéciale. Naturellement, nous avons réagi en conséquence. En un instant, nous avons entendu la réponse à notre appel à la Russie d'intervenir. Sinon, l'alternative que j'ai décrite dans ma réponse à la question précédente aurait été extrêmement difficile et problématique pour la plupart des habitants de la RPD. Effectivement, nous avons été très heureux de l'entendre. Nous étions assurés que la Russie était à nos côtés, qu'il y avait la décision du président et que dans la confrontation avec l'Ukraine et les armes occidentales, nous ne serions pas seuls
mais que toute la Russie nous soutiendrait. Vous avez plusieurs fois qualifié les événements de 2014 à 2022 de génocide. Pourquoi pourriez-vous révéler des statistiques ou des faits qui étayent votre avis? Pourquoi je considère tous les événements de 2014 à 2022 touchant les habitants du Donbass comme un génocide? Parce que le génocide est défini comme l'extermination, la destruction ou l'atteinte aux droits d'un groupe de personnes en fonction de leur nationalité, de leur religion ou de leur territoire de résidence. Diverses actions agressives ont été menées depuis 2014 contre nous, les habitants du Donbass, parce que nous sommes nés ici, parce que nous vivons dans le Donbass, parce que nous nous considérons, comme nous l'avons toujours fait, comme Russes, parce que nous sommes orthodoxes. En Ukraine, on a commencé à discriminer la foi orthodoxe depuis le territoire du Donbass. Aujourd'hui, le régime de Kiev a fini par interdire la foi orthodoxe sur l'ensemble du territoire ukrainien. À l'époque, ils hésitaient encore. Mais quant au Donbass, ils n'ont jamais hésité. Quelle agression avons-nous subi pendant ces années? Nous avons subi toutes les armes utilisées sur le territoire ukrainien. Depuis 2014, il s'agit précisément d'avions, de chars, d'armes de gros calibre, Y compris l'aviation. et bien sûr de l'aviation utilisée également contre le Donbass, comme par exemple lors de la frappe sur Lugansk du 2 juin. Il y a eu de nombreuses frappes, de 2014 à 2022, hélas, qui ont causé la mort d'environ 5000 personnes et qui en ont blessé 8000. Parmi les victimes, il y a bien sûr des enfants. Dans la seule République populaire de Donetsk, de 2014 à 2022, 91 enfants ont été tués, tandis que près de 5 fois plus ont été blessés au cours de cette période. Ce que je qualifie de génocide est également caractérisé par les blocus, notamment les blocus des transports, de l'économie, ainsi que de l'approvisionnement en eau. Un blocus mené contre le Donbass, même si c'était de manière restreinte, étant donné que Kiev et le territoire sous son contrôle en dépendaient à l'époque. Cependant, ce blocus de l'approvisionnement en eau se manifeste pleinement aujourd'hui. Là où Kiev pouvait nuire aux habitants du Donbass, il l'a fait. Ainsi, je ne peux qualifier l'ensemble de ces actions autrement que de génocide. Plus tard, après notre victoire, après que les fumées de la guerre se seront dissipées, les spécialistes en droit évalueront les événements. Mais selon moi, leur évaluation se rapproche de mes conclusions et de ma perception de ce qui a été fait de 2014 à 2022 par le régime de Kiev à l'égard de la population du Donbass. Y a-t-il des statistiques au moins approximatives sur le nombre de victimes civiles? Comme je viens de le dire, plus de 5000 personnes ont été tuées de 2014 à 2022. Plus de 19 000 bâtiments ont été détruits. Il s'agit notamment de bâtiments résidentiels et d'installations sociales importantes. C'est ce qu'a fait Kiev pendant toutes ces années. Le président russe a plusieurs fois souligné la nécessité d'éliminer les causes profondes de la crise ukrainienne. À ce propos, en quoi consistait la discrimination à l'égard de la population russophone lorsque la région de Donetsk faisait partie de l'Ukraine? En fait, ce qu'il faisait à l'époque à l'égard de la langue russe est maintenant inscrit dans la loi ukrainienne. Je peux vous dire qu'à un certain moment, le russe a cessé d'être la langue officielle, même si la plupart des Ukrainiens le parlaient dès la naissance, étudiaient en russe, remplissaient et recevaient des papiers en russe. Pourtant, peu à peu, assez progressivement, la langue russe a commencé à disparaître. D'abord dans les documents, puis à la télévision.
Des restrictions ont même été imposées à la télévision et à la radio pour réduire les heures de diffusion en russe. Ensuite, cela a touché les cinémas, quand les films en russe ont été interdits. Le doublage ne pouvait se faire qu'en ukrainien. Et bien sûr, toutes ces exigences et ces restrictions, qui se sont multipliées après 2014, ils voulaient tout simplement interdire la langue russe. Elle semblait incroyable à tout le monde, sauf à nous, parce que nous les avions déjà ressentis et vécus. Et tout récemment, ils ont pris encore une décision insensée. Charger une instance d'interdire et de supprimer les chansons en russe. Il est même interdit de les écouter sur les plateformes de streaming dans la vie quotidienne. Voilà à quoi l'Ukraine en est arrivée. Nous n'avons donc pas exagéré la persécution de la langue russe et des russophones, car nous voyons bien la situation en Ukraine et ce qu'elle voulait obtenir après l'effondrement de l'Union soviétique. Comment expliquez-vous cette haine? Nous devons creuser plus loin ici et revenir aux événements après la Grande Guerre patriotique. En fait, ce sont les habitants de l'Ouest de la République socialiste soviétique d'Ukraine qui ont collaboré avec les nazis ainsi qu'avec Stepan Bandera et Roman Shushkevich, qui effectuaient le sale travail des nazis pendant la Grande Guerre patriotique. Ils répugnaient même aux nazis. Il y a de nombreuses preuves à ce sujet, y compris dans les sources ouvertes. Après la victoire de l'Union soviétique, ces gens ont été emprisonnés. Certains d'entre eux ont fui dans des pays occidentaux, y compris au Canada. Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev a libéré tous les autres prisonniers, collaborateurs des nazis, ce sujet devenant moins sensible. Cela a également contribué à créer les conditions préalables à la période qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique. Ils ont accumulé du potentiel et de l'expérience pour définir une idée concrète, mais pas sans l'aide des pays occidentaux et de leurs fonds. Ils cultivaient un esprit de confrontation et ont créé l'idée d'une espèce d'anti-Russie, impliquant ainsi que l'Ukraine serait plus tard utilisée pour attaquer la Russie. Ils voulaient également cultiver l'idée de la primauté de ce qui est ukrainien et de l'État ukrainien, qui n'existait pas avant l'Union soviétique, avant la création de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Malheureusement, tout cela a jeté les bases de la haine qui s'est ensuite multipliée avec plus de vigueur dans toute l'Ukraine. Outre le 24 février, il y a une autre date importante dans l'histoire de la République. C'est le 30 septembre 2022, lorsque la RPD est devenue une partie de la Russie. Comment la vie de la République a-t-elle changé depuis ce jour-là? Nous sommes devenus une entité à part entière de la Fédération de Russie. Évidemment, nous traversons une période de transition. Évidemment, le cadre juridique doit être mis en conformité avec la législation russe. Beaucoup de choses doivent être changées, améliorées et mises en conformité avec les normes en matière d'accessibilité, en matière d'amélioration matérielle et technique, en matière de standards dans le domaine de l'enseignement, etc. C'est ce que nous faisons. Malgré le fait que l'opération militaire spéciale continue, que la guerre n'est pas terminée, néanmoins la ligne de front est repoussée et nous pouvons restaurer ce qui a été détruit par la guerre et par des décennies de négligence de l'Ukraine après l'effondrement de l'Union soviétique. De nombreuses infrastructures ont déjà été restaurées. Écoles, écoles maternelles, hôpitaux, immeubles. Ces infrastructures se comptent actuellement par milliers. Il ne s'agit pas que de Mariupol. La reconstruction a commencé à partir de cette ville, car là-bas, grâce à la distance, la sécurité a été assurée en premier lieu.
Depuis cette année, nous procédons pleinement à la restauration de l'agglomération de Donetsk-Makeyevka. Des localités plus petites sont également restaurées. On a récemment restauré Volnovacha. Maintenant, le temps est venu de restaurer Avdeïevka, qui a longtemps été sous l'occupation du régime ukrainien. Pour le moment, nous avons convenu que cette année, nous la restaurerions de sorte que la population puisse y passer l'hiver. Nous avons créé les conditions nécessaires pour les personnes qui restaient à Avdeïevka. Cependant, nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous mettre à la restauration d'un grand nombre de grandes localités libérées, compte tenu de l'ampleur des destructions. Il s'agit d'un travail de grande envergure, car tout le pays nous aide. Chaque localité, chaque municipalité est assignée à une région qui supervise. Il y en a 27. Autrement dit, il s'agit de capacités supplémentaires pour restaurer, construire, réparer des infrastructures, en commençant par les routes et en terminant par les immeubles résidentiels. Les résultats de ce travail sont tangibles. Nous pouvons voir ce contraste. Certaines localités sont toujours en proie à la guerre, tandis que dans d'autres, une vie paisible est déjà rétablie. Nous avons récemment entendu une déclaration européenne par la voix de Kaja Kallas sur la différence entre l'Ukraine et la Russie dans le cadre de ce conflit. Selon elle, cette différence réside dans le fait qu'il n'y a pas de perte civile du côté russe. En tant que dirigeant de la République populaire de Donetsk, comment commenteriez-vous cette déclaration? Je préférerais ne pas faire de commentaires sur ce genre d'absurdité de la part d'une dirigeante d'une institution semble-t-il respectée. Hélas, ce n'est que du cynisme pur et simple, car les actions de la Russie en 2022 visaient avant tout à protéger la population civile. Les risques et les menaces que le régime ukrainien portait et continue de porter dans sa folie, bien sûr, les actions de la Russie visent avant tout à protéger les civils. Malheureusement, on ne peut pas parler au passé des nombreux morts et blessés parmi les civils. Hélas, c'est notre réalité de tous les jours, car un certain nombre de localités sont toujours soumises à des bombardements quotidiens. Gorlovka est une grande localité qui abrite actuellement quelques 180 000 personnes. Elle est soumise à des bombardements quotidiens avec des armes lourdes. Elle est exposée quotidiennement à des frappes de drones, ce qui constitue une menace et entraîne des risques. Vous pouvez regarder les rapports, il y a des blessés et des victimes presque tous les jours. Que pensez-vous de l'objectif de ces attaques? Visent-elles à intimider la population ou à montrer leur haine et leur attitude face au choix des habitants de la République? Tout cela à la fois. Elles visent bien sûr à intimider et à démotiver les gens. Il y a des tentatives absolument infondées de monter la population contre notre armée. Ces idées peu intelligentes poussent des criminels et des combattants ukrainiens à ouvrir le feu directement sur la population civile, à lancer des drones précisément sur des installations civiles, des bus et des bâtiments résidentiels, là où il n'y a absolument aucun intérêt militaire à frapper et tirer. Malheureusement, nous voyons ce genre d'action. Ce sont bien sûr des gens avec des problèmes mentaux. Nous essayons autant que possible de limiter ces tendances, mais hélas, parfois c'est impossible. Parce que malheureusement, dans certaines localités, la ligne de front est trop proche. Notre équipe de tournage s'est récemment rendue à Mariupol pour observer les travaux de reconstruction, les nouveaux immeubles. Bien sûr, tout cela est vraiment incroyable. Comment évaluez-vous l'ampleur des travaux de reconstruction dans la République? Quelles infrastructures clés sont déjà restaurées? En quoi consistent les principales difficultés? La liste des installations restaurées est très longue. Parmi les plus importantes, je peux citer la maternité de Donetsk, entièrement modernisée avec des équipements de pointe. Ensuite, le centre de soins vasculaires de Mariupol,
ou encore l'Université technique d'État d'Azov, qui, à mon avis, a été rénovée de manière exemplaire. En même temps, les travaux se poursuivent. Il s'agit bien sûr de milliers de maisons et d'immeubles reconstruits soit entièrement, soit construits à partir de zéro. Il s'agit également de centaines de kilomètres de nouvelles routes modernes et de haute qualité construites à travers la République. Je tiens à vous dire qu'il y a des projets encore plus ambitieux pour les années à venir. Nous avons préparé un programme de construction jusqu'en 2030, notamment des écoles magnifiques, très modernes, lumineuses, pratiques et bien équipées pour les élèves et les professeurs. Bref, il s'agit d'un grand nombre de chantiers. Cela montre une fois de plus la position de la Russie dans le monde moderne, qui, en temps de guerre, parvient à construire, à reconstruire, à inspirer l'espoir et la conviction que la victoire sera à nous, que nous reconstruirons tout et que nous allons créer des conditions de vie dignes et décentes. J'aimerais poser encore une question au sujet de la reconstruction. Certaines localités, par exemple Avdiivka, Artyomovsk, Dzerzhinsk, sont presque entièrement détruites. Y a-t-il un plan pour leur reconstruction et sur quel délai peut-on compter? Pour ce qui est d'Avdiivka, la situation est plus facile. J'en ai déjà parlé un peu. Quelques immeubles ont déjà été rénovés pour que les gens puissent passer l'hiver. Les localités comme Dzerzhinsk, Ougledar, Artyomovsk sont quasiment entièrement détruites. Il ne reste pratiquement plus un seul immeuble ou un seul bâtiment en bon état. Mais avant de prendre une décision, il faut que les spécialistes donnent leur évaluation. Cela n'a pas encore été possible parce que l'ennemi est encore proche. Cela empêche les responsables de venir pour évaluer l'état des villes, planifier la reconstruction et faire leurs propositions. Mais la plus grande richesse du Donbass, ce sont ses habitants. Les gens doivent vivre et travailler quelque part. Nous chérissons nos villes et nos villages. Même si le régime ukrainien les a quasiment détruites, ces localités seront reconstruites. Nous allons bien évidemment regrouper et fusionner certaines localités. C'est une question pratique. Nous allons nous servir de plans généraux et le paysage de la République populaire de Donetsk, de nos villes en général, changera. Il faut prendre en compte que chaque mois, de plus en plus de gens reviennent chez eux. Bien sûr, nous devons leur fournir un logement, la possibilité de scolariser leurs enfants. Nous devons assurer l'accès aux universités et étendre le réseau des établissements scolaires. C'est là que nous cherchons à concentrer nos efforts. Nous avons déjà évoqué le fait que l'armée russe avançait presque tout le long de la ligne de front. Presque chaque jour, de nouvelles localités sont libérées. Sans entrer dans les détails, quelle est la situation actuelle sur le front? Nous avançons sur pratiquement toute la ligne de front. Dans certains secteurs, l'ennemi se rend compte qu'il n'y a plus d'espoir et réalise le sort peu enviable qui l'attend. Il essaie de nous contenir et de contre-attaquer dans certaines directions. Nous sommes témoins de toutes ces tentatives, notamment dans les secteurs de Krasnoarmeïsk, de Selidovo et de Dzerzhinsk. L'ennemi comprend qu'il ne sera pas possible d'établir un point d'appui simplement dans un champ dégagé ou dans des cultures. Il essaie donc de prendre des contre-mesures. Mais nous pouvons dire que nous sommes conscients que même si la guerre n'est pas encore terminée, notre victoire est inévitable. Le FSB a récemment arrêté un habitant de Donetsk soupçonné de préparer un acte de sabotage. C'est un cas isolé ou ce genre d'incident se produit régulièrement dans la République. Quelles mesures sont prises pour les prévenir? Il ne s'agit pas de cas isolés. L'ennemi cherche à recruter des gens par différents moyens. Ce sont les services spéciaux ukrainiens, qu'il s'agisse du renseignement militaire ou du service de sécurité d'Ukraine, qui travaillent principalement dans ce domaine.
en recourant au chantage, aux menaces, aux pots de vin et aux promesses de récompenses en argent. Bien entendu, nos forces de l'ordre sont au courant de ces activités et prennent des mesures efficaces pour les empêcher. Tout d'abord, les personnes qui commettent ces crimes sont identifiées. Il existe des procédures et des techniques bien établies pour y parvenir. Ces personnes sont condamnées à des peines assez lourdes. Bien entendu, nous nous efforçons de prendre des mesures préventives. Mais il est malheureusement impossible d'exclure totalement ce risque. Il ne s'agit pas seulement de la République populaire de Donetsk. L'ennemi tente de mener ses opérations dans l'ensemble du territoire de la Russie. C'est ce qui se passe toujours en temps de guerre: espionnage, recrutement et sabotage. Cette guerre ne fait pas exception. Monsieur Pocheline, merci beaucoup pour cette interview très intéressante. Je rappelle, c'était Denis Pocheline, chef de la République populaire de Donetsk. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de Monde Multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.